euh, ce troisième volet de cette série intitulée Rendez-vous dans la nuit. Il est bientôt 1 heure du matin du 28 avril 2016. D'habitude j'interviens un peu plus tard. Là, il est juste 1 heure, donc ce n'est pas encore tout à fait la nuit et le moment où je me sens un peu déjà en décalage bien clair, bien senti avec mon entourage, et de par cette inversion que je vis, car il s'agit bien d'une inversion. La nuit c'est fait pour dormir. Et donc, et non pas pour raconter ou donner des rendez-vous comme ça, des rendez-vous d'ailleurs dont le sens m'échappe et dont la pertinence m'échappe, mais bon, c'est. Je continue sur ma lancée inutile et évidemment sans objet presque. Donc, quelque part, quand il s'agit d'une. Comment dire. Quand la nuit arrive, la nuit, quand il se fait tard, il est possible qu'on soit un peu tenté de faire un bilan, de regarder en arrière, un bilan de la journée, un bilan des heures passées, et il est possible d'être un peu tenté de se remémorer les instants saillants de la journée et du début de soirée, de revenir un peu sur les propos qu'on a tenus, sur les postures qu'on a adoptées, revenir sur les pensées qui nous ont traversées, sur un peu le côté quelque part un peu sur les éléments de répétition qui nous ont aussi qui nous ont qui nous sont arrivés à la conscience. Il y a du changement, mais est-il réellement, est-il profond, est-il euh, j'allais dire pertinent. Il s'agit, on change, on essaie de changer, mais fondamentalement, on doute, je doute d'avoir entamé ou d'avoir avancé sur la voie du changement. Ce qui est à souligner, ce que je voudrais souligner en premier ou principalement, c'est plutôt cette histoire de la parole. Pourquoi la parole? Peut-être. Pourquoi ce bruit, ces sons particuliers? Évidemment, des sons qui sont modulés de façon à être compris et bien interprétés par nos semblables. Il ne s'agit pas de n'importe quel son. C'est des sons, euh, des sons articulés, produits et il ne s'agit pas là de dire que c'est la distinction de l'humain. D'autres êtres vivants produisent des sons. Il s'agit probablement là aussi de langage. Mais nous avons notre langage à nous, nous avons ce vocabulaire et nous avons, puisque nous essayons de comprendre un peu un certain nombre d'aspects de notre aspect de nos personnes et nous sommes des fois un peu interloqués, étonnés par certaines
aspect par l'importance ou par la place que peuvent prendre certaines pratiques. Ainsi, pourquoi le langage, pourquoi la parole, pourquoi les mots, pourquoi cette prépondérance de cet usage. Il s'agit de quelque chose qui nous est devenu fondamental. Nous passons notre temps à essayer de, de trouver les meilleures formulations pour essayer de traduire ce que nous pensons intérieurement, ce que nous ressentons, ce que nous percevons. Mais le problème est que, a priori, nous parlons beaucoup, et évidemment nous parlons beaucoup trop, et nous ne cessons jamais de parler. Et nous ne cessons jamais de nous interroger, nous ne cessons jamais de faire des allers-retours, d'essayer de voir clair, d'essayer comment dire, à chaque fois nous sommes quelque part en désir, en besoin de reprendre les mêmes sujets, d'essayer de les aborder de plusieurs angles, donc peut-être nouveaux, et à chaque fois, et vas-y, ça recommence, et nous n'avançons pas, ainsi si nous pensons à quelqu'un en particulier, nous disons aujourd'hui une chose, puis à un autre moment une autre, j'aimerais comprendre, j'aimerais, cela me pose problème, je n'arrive pas à comprendre ses motivations, je ne sais pas ce que je dois lui dire, ni comment le lui dire, suis-je légitime à lui dire cela ou pas. Ça ne s'arrête jamais. Et des choses qui se formulent, se reformulent et à l'infini. Et si quelqu'un, si nous avons pour le malheur de cette personne en face de nous, quelqu'un qui est là pour nous écouter, nous le noyons dans tout ce fatras langagier. Pourquoi ne pas être capable d'arriver à dire l'essentiel de façon claire, de façon quelque part presque définitive? Pourquoi presque cette hésitation à formuler des avis tranchés, cette hésitation à avoir une seule parole, une seule, les mêmes hypothèses, les mêmes vérités. Pourquoi toujours être en train d'apporter des éléments nouveaux, d'essayer d'introduire de nouveaux paramètres, les interprétations que nous avions il y a peu de temps nous paraissent plus tout à fait aussi judicieuses, aussi justes. Alors nous essayons d'introduire quelque chose de plus parce qu'il faut essayer d'être le moins possible dans l'erreur, le moins possible dans l'approximation. Et vas-y que je te reprends les mêmes choses. Pourquoi ne pas être capable d'avancer? Et à chaque fois, une fois qu'on a posé une pierre, on ne revient pas la déceler, on ne revient pas presque la casser, la réduire en poussière pour de nouveau construire une autre pierre, puis de nouveau parce qu'on aurait un doute par rapport à la solidité, ou par rapport à l'emplacement, par rapport à... Et à chaque fois, donc, c'est des recommencements sans fin et on n'a jamais rien construit jusqu'au moment où on n'a plus le temps pour construire. Donc c'est presque une histoire sans fin, une quête sans fin. Comprendre l'autre, comprendre soi-même, savoir ce que l'on veut réellement, savoir si ce que les moyens qu'on a, les choses auxquelles on peut s'autoriser à penser, les choses qui ne sont pas
comment dire, de notre les choses qui ne sont pas accessibles, etc., etc., une fois pour toutes, savoir quelle est notre place socialement, économiquement, etc., culturellement, et plus besoin de triturer les choses, de, euh, d'essayer, comment dire, d'avancer, de reculer, de réavancer, puis de reculer à chaque fois. Ces mouvements incessants. Voilà, quelque part, le statut de la parole, le statut, comment dire, de l'échange, le statut de la relation à l'autre, quelque part, je ne comprends pas un peu ce dont il s'agit réellement. Et donc, si je fais un bilan donc par rapport à cette histoire-là, cet échange, lent échange que j'ai eu avec, donc je dirais, je ne suis pas satisfait. Encore une fois, je dois dire que j'ai un peu avancé, mais que fondamentalement, je me suis servi, resservi de pas mal de choses que j'ai abordées par le passé, et ainsi de suite. On sort jamais. Et je ne sors jamais de certaines choses à des gens à propos desquels il faut essayer d'associer des éléments pour essayer de tirer une conclusion. Si une personne ne s'intéresse pas à moi, pourquoi, etc. Si une personne ne s'est pas souciée de mon sort, pourquoi. Si par exemple je constate que j'avais un entourage qui a accepté mon statut économique précaire et même plus que précaire. Pourquoi? Parce que socialement, toujours essayer de voir où on est socialement, pourquoi, comment s'il faut sortir de cette détermination sociale ou s'il faut l'accepter, aller voir chez les autres pourquoi, en quoi ils sont attachés à leur statut social d'origine malgré leur élévation sociale ou malgré la possibilité qu'ils avaient de s'élever socialement. À chaque fois, on pose la question pourquoi n'avons-nous pas quelque chose qui puisse être progressif. Nous n'avons pas cette construction d'un statut social élevé qui se ferait de façon continue, presque sans accident, sans contradiction, sans retour en arrière, sans régression, un statut social, et puis on s'élève, puis on accepte sans rang, et puis on essaie d'aller encore plus loin, peut-être jusqu'au maximum où il est possible d'aller prendre des places de responsabilité, des places au commandement, etc., etc. Pourquoi, socialement, c'est à chaque fois le retour vers la case départ. Malgré tout, on est trahi par certaines inclinations, on est trahi par certaines aspirations, et nos actes aussi, et quelque part, des fois, nous ne nous décollons jamais. Et il y a bien sûr comment dire, des mécanismes sociaux qui interviennent. Nous ne sommes pas évidemment maîtres de notre destinée. Il y a des mécanismes sociaux qui interviennent dans l'équation, mais et on peut estimer que malgré la règle, il y a toujours des exceptions. Et pourquoi ne serions-nous pas ces exceptions-là? Donc voilà, donc fondamentalement, sans vouloir être dans la complexité, dans le raisonnement dialectique, dans le raisonnement, je ne sais pas, c'est juste simplement, avec un raisonnement simple, nous n'arrivons pas à avancer. Alors, sans avoir recours à des approches multiples, sans, comment dire,
Normalement, les choses devraient être très claires parce qu'on on les aborderait de façon claire, simple, presque basique. Il y a une personne, il y a des possibilités. Cette personne a des compétences, a les capacités pour avoir telle ou telle situation. Pourquoi cela ne se fait pas? Pourquoi ce qui est logique, ce qui est prévisible, ne devient pas effectif? Pourquoi on reste souvent, des fois, entre deux statuts sociaux ou sociaux, on reste dans un entre-deux pas clair, on est ni classe inférieure à strict sensu, ni classe moyenne, on est entre les deux, un peu dans un certain flou, et voilà, donc culturellement on appartient à une classe supérieure, économiquement on appartient, on peut passer beaucoup de temps dans un certain dénuement, et cela est un peu incompatible. Normalement, avec la culture, avec le savoir, nous avons la capacité de comprendre et d'essayer de trouver les moyens les plus simples, les plus rapides, les plus courts pour arriver comment dire, à avoir une ascension sociale. Alors qu'il s'agit aujourd'hui pas d'une régression, hein, parce qu'il aurait fallu d'abord décoller pour parler d'une régression. Faut d'abord parler d'une... il fallait d'abord qu'il y ait une progression. Il n'y a pas eu de progression, donc il n'y a pas de régression. Il y a une stagnation qu'on n'a pas quittée. Donc je ne suis pas spécialement très motivé pour aller très loin dans ce sujet. Peut-être il y a peu de retours sur ce que j'ai publié sur YouTube, et donc quelque part ça ne me donne pas spécialement la motivation pour pouvoir vraiment me laisser aller à faire un peu plus d'efforts pour essayer de tenir une demi-heure, une heure et demie. Je ne me le sens pas ce soir. En tout cas, le rendez-vous risque d'être un rendez-vous un peu écourté. Je m'en fiche en fin de compte. Je dois quand même faire remarquer que j'ai comme ça entreaperçu sur Internet quelque chose qui disait que les vieux avaient la sensation que le temps passait plus vite. Peut-être, je ne sais pas si c'est une question de vieux ou pas vieux, mais en tout cas, il est déjà bientôt le mois de mai, et évidemment, il y a des gens qui sont attachés à ce mois parce que ça représente quelque chose dans leur vie personnelle, ou ça peut être un rapport pour une raison sentimentale, ou pour une raison politique ou sociale, évidemment. En tout cas, normalement, le mois de mai, c'est un mois qui quelque part, qui peut être un mois d'une très grande, comment dire, qui permet un peu de se sentir un peu peut-être en phase avec la nature, avec une nature belle, éclatante, toute, toute fourmillante de vie et de sève. Partout ça pousse, partout ça pipi, partout ça court, partout ça vole. C'est le grand, comment dire, le grand cirque de la nature, le mois de mai. Ceux qui ont la chance de voir les insectes, des couleurs, peut-être même des odeurs. Et le mois de mai peut être un beau mois, sauf peut-être pour les sensibles, comment dire, ceux qui ont des allergies et autres. Mais en tout cas, il peut être aussi un mois pluvieux, un mois
pas tellement, pas trop chaud et tout ça, c'est possible. Mais ça peut être un mois de mai vraiment très comme un peu comme on s'y attend. Un beau mois de mai avant de basculer dans dans l'été et donc quelque part c'est le mois qui peut être un des mois dans l'année qui permet de se sentir bien. Pas d'excès, ni d'excès de chaleur, ni de fraîcheur, ni donc quelque part. Donc on arrive, on arrive au mois de mai. Pour moi, ça représente évidemment la victoire du socialisme ou du socialiste, pour être plus précis. Mais bon, c'est très loin, au mois de mai. Donc 81, c'est vraiment très très loin. Et puis après, il y a eu une rencontre que j'ai faite en 86, un 10 mai 86. Donc c'est bien, ça va faire 30 ans, cette rencontre qui n'a pas été très fructueuse, mais bon, à laquelle je voulais m'accrocher malgré toutes les évidences. Et voilà, donc 30 ans, c'est une éternité. C'est un temps extraordinairement long. C'est 30 ans, le temps que pour moi de devenir vieux et pour la personne pour laquelle j'ai des pensées très fortes de devenir vieille elle aussi sûrement. Pour moi, c'est une personne qui a priori c'était un accident, comme toutes les rencontres, c'est des accidents. Il y a plein d'accidents, on est obligé de supporter les conséquences. Il suffit de rien, il suffit de rien pour que toute notre vie bascule. Et ce petit rien, quelque part, à chaque fois, il s'agit d'une, pour moi en tout cas souvent, il s'agit d'une mauvaise rencontre. Ça ne devait pas avoir lieu. Il y a des gens, c'est comme si on avait un contenant et on essaie à tout prix d'y mettre n'importe quoi. Il y a des contenus qui ne conviennent pas à des contenants. Et voilà, c'est pas parce que cela se présente, un contenu et je prends. Non. Il faut peut-être, comme on fait aujourd'hui, peut-être le speed dating n'est pas la solution, mais au moins on pose des questions à la personne. Et évidemment, c'est le principe du speed dating, ça va très vite. Mais il faut candidater. La rencontre se fasse sans rien. Il n'y a pas de préambule. Ça y est, on se retrouve embarqué dans une histoire qu'il faut assumer par la suite. Que moi, j'ai dû assumer donc, pendant 30 ans. Et j'ai pas pu m'en débarrasser. Et voilà, donc c'est pour ça que quelque part la rencontre et quelque part avant vous aviez un univers des possibles qui est là. Une fois la rencontre faite et donc la rencontre qui ne réussit pas ou que vous n'arrivez pas à dépasser, mais cette rencontre-là, elle obère tout ce qui vient après. Elle est là pour vous empêcher quelque part, d'avoir le même entrain, d'avoir la même force d'emballement à chaque fois que vous voulez partir très loin dans une histoire. Vous retenez parce que vous avez peur de ne pas bien gérer les choses et d'être confronté de nouveau à l'échec. La rencontre vous apprend l'échec. Je ne sais pas, à un moment donné dans sa vie, on est un peu, quelque part, comment dire, redevable à cette personne, à la personne qui vous a mis en situation d'échec. Quelque part, oui, ça nous a appris l'échec, quelque part, la toute-puissance, on n'a pas la toute-puissance, quelque part, il faut accepter d'être quitté, etc., etc. Que des choses complètement sans intérêt. Pas besoin d'apprendre ce genre de choses. Pourquoi apprendre l'échec? Pourquoi apprendre la séparation? Qu'est-ce que ça nous apporte de plus?
Rien, rien, puisque il y a des séparations dont on ne guérit jamais, hein, quelque part, qui nous aident en rien. Ça, l'idée, c'est que ça vous prépare à la séparation d'après. Normalement, vous la vivez avec moins d'intensité. Si il faut échouer pour vivre moins intensément, donc je ne vois pas l'intérêt. Mais quelque part, tous les fondamentaux, tout ce qu'on construit, toutes les explications qu'on fournit à propos d'une histoire, ben, avec le temps, plus rien n'a d'importance finalement. On a cru que c'était qu'il fallait se retirer si on n'était pas aimé, qu'il fallait savoir se retirer, parce que la meilleure preuve d'amour, c'était de laisser à l'autre sa liberté. Des conneries, fondamentalement, des inepties. Quand on aime quelqu'un, on veut le garder pour soi. Pourquoi le laisser partir ailleurs? C'est idiot. C'est idiot, il faut le convaincre, quelque part. Donc, un accident, puis un autre accident, puis un autre accident. Jamais la personne qu'il vous faut, toujours des accidents. Et donc, après, il faut faire avec. Il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir. On ne peut pas dire, tiens, je me suis rendu compte que, ah tiens, on est ensemble, mais je me rends compte que j'ai pas envie d'être avec toi. Et voilà, ça y est, on a fait le premier baiser, on a dit des choses, on s'est un peu engagé. C'est drôle ce que certaines personnes, si il était possible, certaines personnes d'aller voir dans la tête des gens, c'est ça le problème, c'est que les gens, des fois les histoires, ça va trop vite. Il y a toujours un qui va plus vite que les autres. Un qui vous dit, eh ben, il faut que tu partes. Il ne sait pas, cet autre, que quelque part, nous aussi, peut-être qu'on serait nous aussi arrivés à cette conclusion. C'est toujours un qui essaie de prendre l'ascendant et quelque part c'est lui qui dit, qui arrête en premier. C'est des choses complètement... non, même quand on affirme les choses les plus absolues, on est dans le doute. On n'est jamais dans la certitude d'avoir rencontré la personne qu'il faut. Et comme si on avait ouvert un paquet, ben, il faut le consommer en entier. Sinon, je ne sais pas, moi, le truc, 1 litre de lait, une fois ouvert, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut le consommer. À la rigueur, on pourrait dire, je finis jamais mon lait, ben, je vais acheter un contenu plus petit, donc un demi-litre. Un demi-litre, c'est souvent assez cher. Donc, quelque part, on se dit, ben, j'achète pas les demi-litres parce que de toutes les façons, c'est largement plus, c'est aussi cher qu'un litre. Mais fondamentalement, on ne consomme pas. On va être obligé de consommer le litre en entier. Et quelque part, si on ne supporte pas le lait, ben on est un peu, on va souffrir en plus. Donc, il faudrait avoir juste un demi-litre de lait ou un quart de litre de lait, parce que c'est ce dont quelquefois on a besoin. Et donc, ça peut être une rencontre et comment dire, il ne faut pas que je perde le fil. Et donc, une fois qu'on a entamé la rencontre, il faut aller jusqu'au bout. Et des fois, on n'aurait pas envie réellement de prolonger les choses. Et l'autre pense, croit, est sûr que vous êtes là accroché. Non, je ne suis pas accroché. Il y a dans l'esprit de l'amoureux une lucidité, une part de lucidité, il reste cette lucidité qui vous permet d'observer avec un œil détaché, d'observer l'autre et de voir. Nous, on essaye de mettre, on essaie de voir ce qu'on peut construire avec l'autre. Mais l'autre aussi est déjà il a aussi une personnalité, il a aussi une histoire et tout ça. Et des fois, nous nous rendons compte que nos histoires ne peuvent pas correspondre, ne peuvent pas coïncider. Et malgré tout, on continue. Et ça peut des fois aller très loin et durer très longtemps.
Non, c'est ça le problème, des rencontres ouvertes, mais en fait, elles ne sont pas si ouvertes que ça. Et des fois, on pourrait, une rencontre, ça a duré 1 heure et demie, ça suffit largement pour se rendre compte que non. Et on s'est pris la main et tout, mais non. Rends-moi ma main, et puis voilà, donc je ne me suis pas intéressé. Et donc, c'est toutes ces, quelque part, ces pensées, ces réaménagements qu'on entreprend par la suite, qui font que nous doutons fortement de la pertinence de nos choix amoureux, en tout cas, parce que je parle de cela. Et donc, toujours, il y a tellement de monde et on est, et on a si peu d'histoires qui comptent. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Il y a des milliards de gens, on pourrait, tiens, je trouve pas mon bonheur ici, ben je vais aller voir très loin. Pourquoi toujours être toujours dans chercher juste à côté de chez soi, chercher par la facilité. C'est non, c'est cela. Donc fêter cet anniversaire-là, ça n'a pas trop de sens. Ça va avec 30 ans, ça fait un chiffre rond, c'est quelque chose de conséquent, c'est un peu plus qu'une génération, c'est conséquent. 30 ans, ben, ça peut faire peur, ça peut perturber. Euh, voilà, qu'est-ce que ça peut faire à moi contre 30 ans, ça pèse pas lourd. Donc, fondamentalement, le temps de construire, il y a eu tellement peu de construction, tellement peu de choses. Ce qui me, me dérange dans l'histoire, et quelque part, c'est ça qui m'embête, c'est l'incapacité de pouvoir compter sur les gens qu'on a rencontrés. Et là aussi, on a à sa disposition très peu de gens, des gens qui peuvent, ça veut dire, se soucier pour nous, être intéressés à notre bien-être. On en a si peu. Et donc, euh, il y a des gens qu'on a envie de continuer de fréquenter parce on peut passer à une autre forme de relation. Et pourtant, cela ne se fait pas. Ne se fait pas. Donc, euh, voilà encore une autre preuve que les mots, ma façon d'aborder les choses, encore une fois, ça prouve à quel point il est, il m'est en tout cas impossible d'avoir une position définitive, fixée une fois pour toutes. C'est toujours, voilà, peut-être au 31e anniversaire, ou même dans un mois, je vais apporter quelque chose un petit peu différent dans mon approche de cette chose-là. Et à chaque fois, et on finit jamais et d'entreprendre sa vie passée, ses relations, etc. Et on en a besoin. C'est comme s'il fallait le regarder sous, sur tous les côtés, à chaque fois, regarder, vérifier de nouveau s'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté. Rien, oublier. C'est ça, la difficulté, c'est de ne pas avoir, la difficulté, c'est de ne pas pouvoir oublier. Oublier, mettre, comment dire, fermer le dossier une fois pour toutes, sortir d'un truc, d'une, de cette, comment dire, de cette
relation qu'on fait durer. Voilà, donc les mots, voilà, l'incapacité des mots, soit dit tout seul, soit dans le cadre d'un échange, à vous tracer, à vous donner, comment dire, les moyens de d'aller plus en avant, de continuer votre vie sans chemin de vie, sans être alourdi par les vestiges de votre vie ancienne. Ces vestiges-là qui n'ont pas d'intérêt en tant que tels. Et si à moins de placer cela dans un cadre fictionnel, ce serait intéressant d'en faire quelque chose, mais de le garder pour soi-même, comme ça, de temps en temps, peut-être en parler à quelqu'un, ou alors à personne, et puis tout seul dans son coin, et être là à réveiller les choses mortes, et mortes depuis très longtemps. Voilà ce que ça amène, un peu ce moment, un peu, comment dire, un peu prématuré dans la nuit. Je parle alors qu'en fait j'ai pas eu encore la stabilité que j'ai quand il est 2 heures et quelques du matin. Je suis un peu stressé, un peu, et donc je parle, j'ai pas toute la, la, comment dire, la pesanteur qui me permet d'être un peu différent dans ce que je peux dire, un peu, quelque chose qui appartiendrait au domaine de la nuit, parce qu'il s'agit pour moi de faire la différence entre ce que je peux dire dans la journée et ce que je peux dire Et là j'ai l'impression de parler comme je pourrais parler en plein jour. Je n'ai pas cette retraite, je n'ai pas ce décalage par rapport à... Et donc, ça se ressent dans les mots, dans l'intonation. Et puis, c'est toujours... il y a, il y a des choses qui... ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que en toute l'histoire de cette entreprise, c'est qu'il y a des gens qui pourraient penser, évidemment ce que je fais, ça ressemble à un journal intime oral, c'est clair que ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, avant, j'écrivais quelque peu, un peu de ce que j'avais vécu dans la journée, quelques réactions. Et donc, je fais un peu, 20 années après, je fais un peu la même chose. Seulement, je n'oublie jamais tout ce que je peux dire, que dans tout ce que nous faisons, aussi particulier que ça puisse paraître, nous sommes toujours en relation avec les autres. Nous avons une universalité, comment dire, nous partageons, je partage avec l'autre, avec toi, avec un autre, c'est les mêmes choses que nous vivons. Nous avons toujours du mal, peu importe notre situation et notre aisance ou malaisance, peu importe, nous sommes toujours dans l'incapacité ou dans le besoin de créer de nouvelles élaborations. Nous essayons toujours d'avoir le meilleur, comment dire, d'entreprendre notre vie de la meilleure façon possible, d'essayer d'être dans l'efficacité, d'essayer d'être dans, comment dire, dans un positionnement
très ouvert, dans un positionnement, j'utilise un mot ça, trop connoté optimiste, dans un positionnement qui, qui nous donne les clés pour être en capacité de répondre aux choses qui arrivent comme ça, répondre aux bonnes comme aux mauvaises choses. Nous sommes, nous sommes guettés par des événements, que ce soit individuellement ou collectivement, et nous devons être en capacité de répondre de façon la plus optimale possible à ces événements. Il y a l'aléatoire, il y a l'accidentel, il y a l'aléatoire catastrophique, il y a des choses qui sont là. Et donc chaque individu, chaque collectivité aussi est confronté au besoin de faire des choix les plus pertinents possibles, les plus économes possibles en effort, en énergie, etc., les plus durables possibles. Et nous avons toujours ce qui fait que nous pouvons avoir des fois donner l'impression d'avoir un double discours. Nous pouvons nous réclamer, nous pouvons être dans l'affirmation d'une réussite, et en même temps nous pouvons aussi par ailleurs être dans une certaine situation quelque part de comment dire, de refus. Nous pouvons aussi être dans le refus de la situation dans laquelle nous nous trouvons, même si nous pouvons avoir un discours et un autre discours à côté qui est un peu son antithèse, son contraire. Cette dualité qui quelque part, nous permet des fois d'éviter de donner trop d'explications, de rentrer dans les détails. Il y a des fois des situations dans lesquelles il faut montrer qu'on est au maximum de ses capacités, qu'on est content de ce qu'on fait, etc. Et à d'autres moments, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un récit tout à fait différent, tout à fait opposé à ce que nous avions affirmé. Et c'est cela, alors la réussite est quelque chose de vraiment tout à fait relatif. Ce ne peut être que relatif. Et donc l'idée que donc ce n'est pas soi qui parle et qui parle et qui parle et qui n'arrête pas de parler, c'est soi parce qu'il y a ce lien. Si ce n'est, s'il n'y avait pas ce lien, ça ne serait pas intéressant. Le lien, j'ai un lien avec vous tous, et quelque part, c'est des fois le lien peut être un peu pas trop fort avec une personne, mais il peut l'être très, 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 très fort, très présent avec une autre. Ce n'est pas toujours, on peut être en proximité, mais sur des questions un peu secondaires, mais on peut être aussi en proximité de situations de façon plus engagée avec d'autres personnes. Et voilà, donc l'universel d'une parole individuelle viendrait de cette chose-là, de cette donnée-là. Et donc, la réussite est quelque chose qui, évidemment, elle n'est pas monolithique. Il y a des moments où quelque part, il y a comme un embarras, comme un malaise. On ne sait pas comment, on se sent un peu en rupture, un peu en détachement. Et comment faire pour de nouveau se retrouver, comment dire, intégrer cette peau qu'on s'est construite,
c'est l'être humain et évidemment c'est des couches successives et donc il y a des fois des couches qui viennent euh, cacher, qui viennent dissimuler d'autres couches et des fois euh, nous sommes comme ça dans cet empilement de désirs, d'expériences, de souhaits et tout ça. Il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on met de côté et qui peut-être étaient importantes pour nous. Il y a des choses qu'on marginalise mais qui auraient pu être un axe important dans notre vie. Et la vie peut être et doit être quelque part multidirectionnelle, multiforme. Le problème, c'est qu'en nous donnant une seule qu'en nous donnant une seule orientation. Et à ce moment-là, ça réduit un peu le champ de vue et ça réduit notre capacité à se satisfaire de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Je pousse un peu pour essayer peut-être d'arriver à 1 heure. Je pense pas que je vais arriver à faire 1 heure. Mais c'est pas. J'arrive toujours pas à être dans la nuit. Et j'arrive toujours pas à décoller ou à me poser. Et je suis toujours un peu excité. Et c'est cela. L'être humain. Homme, femme, entre les deux, peu importe. Celui qui ne se pose pas des questions, comme dirait l'autre, n'a qu'à venir me donner une gifle bien sentie. Quelque part, celui qui ne se sent pas à un moment donné mal placé. Voilà, c'est ai-je fait le bon choix? C'est certains parlent d'une part d'ombre, lorsqu'une part quelque part de refoulé, voilà, un terme comme un autre, le refoulé. Et quelque part des choses que nous exilons un peu au fond de nous-mêmes. Toi tu ne me conviens pas, ce désir, toi tu ne me conviens pas, et puis je ne veux plus t'entendre, fais-toi petit et que je ne te que je t'entende plus. C'est et des fois ce désir se réveille et un peu remonte à la surface, on ne sait comment, il trouve moyen de, de, se, de devenir visible. Et voilà, il faut faire avec. Devons-nous appartenir à une personne toute notre vie? Devons-nous appartenir à une seule doctrine, à une seule pensée, à un seul statut social? Ou devons-nous, pour être en capacité de changer, de se transformer, de basculer d'un pôle à un autre? Ouais, je reviens sur ma question multipolaire. Ah, j'aime bien le multipolaire. Et le bipolaire, évidemment, c'est un autre contexte, mais le multipolaire, il y a quelque chose de multi-appartenance, peut-être qu'il y a une hiérarchie dans ces appartenances, mais finalement, je dirais multipolaire, quelque part intérêt, multi-centre d'intérêt, orientation, ouais, quelque part c'est la multiplicité qui nous définit. Nous sommes multiples, nous sommes une accumulation et
c'est de cela que nous devons tenir compte. Ouais, réussir. Réussir, c'est peut-être, oui, renvoyer une bonne image à l'autre. Voilà, une bonne image. Tu ne peux pas te prendre à moi parce que je représente une image positive et que quelque part je suis une référence, je suis un modèle. Si il y a une conclusion à faire, c'est ça, et de dire euh, il y a des gens de par leur parcours, avec tous les tout ce à quoi ils ont été, vers quoi ils ont été poussés, les conduit à prendre une position un peu à part, parce que incapable de se satisfaire d'une seule appartenance, d'une seule territorialisation, d'une seule domiciliation, et quelque part sont poussés à sortir du cadre et à essayer de réfléchir un peu sur l'ensemble, les choses. Nous donnons beaucoup trop d'importance à des choses qui certainement sont importantes, sont essentielles, mais qui ne devraient pas être aussi déterminantes. Euh, nous avons des désirs qui devraient être modérés, qui devraient être domestiqués pour essayer. Oui, nous devons être dans une certaine recherche de la modestie. C'est intéressant la modestie. On va essayer d'avoir un rapport un peu moins engagé vis-à-vis des choses, vis-à-vis des choses, être un peu en retrait, un peu en décalage. Voilà, donc avoir une situation un peu comme ça, un peu par nécessité, quelque part, par choix, nécessité, par obligation, peu importe, et quelque part de devoir un peu réfléchir sur ce qui motive les gens pour telle ou telle action, telle ou telle revendication. Il y a des gens qui sont prêts ou qui affirment être prêts à faire un maximum pour quelque chose de tout à fait, comment dire, passager, les choses. Et donc ils croient dans la pérennité d'une construction étatique, territoriale, et tas de choses comme ça. Ils croient. Voilà, ils sont persuadés que c'est une chose importante et ils sont prêts. Il y a des choses qui croient en la pérennité des choses. Il n'y a pas plus, comment dire, plus mouvant qu'une frontière. Il n'y a pas plus changeant qu'un tracé, justement, de frontière. Ça change. Alors que euh, ça prenne quelques décennies ou quelques générations ou quelques siècles, mais ça change. Obligatoirement, ça change. Et donc, à quoi bon défendre ce qui est par sa nature même et quelque part émouvant, ne peut pas être fixé de façon euh, définitive. Donc on voit les gens se battre, se quereller pour des choses qui ne sont pas les choses les plus essentielles, sans encore une fois aller dans le domaine de ceux qui prônent, comment dire, une certaine pauvreté ou un dénuement, un dénuement total. C'est juste pour essayer d'être un peu moins dans la compétition, un peu moins dans la lutte, et un peu plus dans la contemplation. Euh, Pourquoi pas? C'est
réservé aux seuls bouddhistes, etc. Nous aussi, nous pouvons donner, nous accorder ce petit plaisir dans la contemplation, un peu moins dans la précipitation, dans la course ou dans les désirs infinis, les désirs sans limite. Contenter de ce qu'on a et voilà. Et donc, une fois qu'on a assuré l'essentiel, le gîte est couvert, le reste, c'est juste un temps pour inventer des histoires. Voilà. L'histoire pour faire plaisir aux autres, hein, tout simplement. Les histoires qui font rêver, les histoires qui font s'évader. C'est des petites choses comme ça. C'est toujours. C'est mieux que de les lire ou de les regarder en image. Quelqu'un qui va raconter une histoire, une belle histoire, une histoire. C'est toujours beaucoup plus. Ça passe mieux quand c'est quelqu'un qui vous la raconte. Donc, évidemment, peut-être je rejoins dans mes propos ceux qui sont les décroissants, des choses comme ça, pourquoi pas, s'il faut donner des noms à cela, oui, la décroissance, la dédésirance, quelque part une sorte de mouvement inverse pour essayer quelque part de mettre un frein à cet appétit sans fin, hein, cette voracité pour l'accumulation, pour le magasinage, la, la, euh, pour la, comment dire, voilà, donc j'arrête là, je suis toujours pas de la nuit, hein, donc c'est toujours pas la nuit, il n'est pas encore tout à fait 2 heures, et bon, ça a pris cette tournure-là, ça n'a pas l'air très glorieux, mais faisons avec. Si, si vous avez écouté jusque-là, ben, tant mieux pour vous, sinon ce n'est pas grave. Et souvent, l'écoute s'arrête aux premières secondes. Bienvenue à tous, à ceux qui restent jusqu'à la fin et à ceux qui partent tout de suite, hein, je dirais un peu effrayés, un peu dégoûtés parce qu'ils découvrent. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Euh, j'ai oui, il y a quelque chose, ouais, peut-être je pourrais, puisque souvent dans la nuit je parle des oiseaux. Dernière nouvelle, les mésanges sont toujours là. Alors donc, je suis bien content quelque part. Il faut bien, là aussi c'est un plaisir, quelque part, de dire que c'est les morceaux de noix que je découpe soigneusement, les faisant plus petits, pas trop grands, pour que ça rentre bien dans le gosier de l'oisillon, et puis les quelques morceaux de brioche que je pose. Je suis content de voir que c'est de ma main, jusqu'au gosier de l'oiseau, et que j'aurais peut-être participé à l'émergence d'une vie. Ben, c'est une belle vie, mes enjeux, c'est gentil. Et donc, c'est un oiseau utile aussi. Et donc, quelque part, de voir que grâce à moi, les oisillons, quelques dorment un peu le ventre plein, et ça fait plaisir. C'est pas le ventre chez les oiseaux, c'est le gosier, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un organe, on appelle pas ça ventre. En tout cas, donc, et après, donc hier, j'ai eu l'honneur d'avoir des étourneaux. Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec les étourneaux, je ne la raconte pas ici. Après, j'avais entendu chanter un mâle de tourterelle, le tourterelle à collier. En général, c'est celle-là qui se trouve dans les parages. Et donc,
Et après, j'ai vu, d'ailleurs il est revenu aujourd'hui, un rouge, un rouge queue, on va dire un rouge queue. Alors, je ne sais pas exactement, il a aussi une plume blanche, il a du noir. Alors, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas un rouge-gorge, parce que c'est un rouge queue qui est venu. Alors, donc, je peux dire que j'ai été visité hier par 4 espèces d'oiseaux. Et donc, voilà, il y a de quoi, quelque part, être content. Et voilà, donc la vie continue. Il y a des êtres qui petit à petit, euh, mes enjeux et moignons qui arrivent, qui poussent pour, évidemment, je souhaite qu'il ne leur arrive pas trop de problèmes dans la première année de leur vie, parce que c'est l'année la plus délicate. D'ailleurs, bientôt il va y avoir les premières envolées et pas être, euh, ça va pas être évident. Donc c'est comme ça, la vie continue, on aide un peu de façon très, très marginale, il ne faut pas non plus surestimer son rôle. C'est, je suis là dans un quartier où il y a très peu d'arbres, alors donc je pallie un peu au manque de sources d'approvisionnement euh, pour les oiseaux, et donc quelque part euh, j'ai réalisé un rêve ancien, celui de voir les mésanges me fréquenter. L'année dernière, elles étaient passées, mais elles ne sont pas restées. Les moineaux étaient là parce qu'il y avait du riz. Le merle aussi était là parce qu'il y avait des cerises et puis des pommes. Mais les mésanges, elles ont fait le tour de l'appartement, ils ont mangé les quelques araignées qu'il y a, ils ont pris un peu de boules de graisse, mais elles étaient à la recherche d'autre chose. Voilà, cette année, je les ai gardées grâce aux morceaux de brioche et aux morceaux et aux éclats de noix. Et donc, donc cette année, l'année dernière, c'était juste le fait qu'elle traverse l'espace du salon, qu'elle passe de la cuisine dans le salon et qu'elle passe par la fenêtre du salon pour sortir. C'était juste de voir voler une mésange dans cet espace du salon, c'était un événement. Donc là, il s'agit plus d'une habitude maintenant. Et donc, j'ai une petite responsabilité. Donc, demain, je vais préparer d'autres noix et d'autres morceaux de brioche pour pouvoir continuer. Voilà, quelque part, le lien avec les autres moments, les autres rendez-vous dans la nuit, où j'ai parlé des oiseaux. Pourquoi cet attachement pour les oiseaux? Beaucoup de gens l'ont, donc ce n'est pas singulier. En ville, c'est c'est ce qui amène un peu les oiseaux par leur chant et par le mouvement, par le fait qu'ils occupent un espace que nous n'occupons pas, les toits et aussi le ciel, et qu'ils sont un élément de, comment dire, pas d'amusement, mais une sorte de choses qui brisent un peu la monotonie, qui brise un peu, comment dire, on verrait s'il n'y avait pas les oiseaux, quand les oiseaux s'arrêtent de chanter, d'être présents, il n'y a plus rien que le bruit des humains et la vue des bâtiments quelque part, qui sont comme des choses mortes. Un bâtiment, ça ne chante pas, ça ne parle pas, ça ne dit rien. Il est là, c'est tout. Donc vous voyez de la pierre ou de la brique ou du ciment, vous voyez quelque chose qui ne vous dit rien, qui ne vous inspire rien. Un oiseau, ça vous inspire quelque chose, c'est toujours, comment dire, un être qui est à côté de vous, qui vit sa vie et qui vous accompagne aussi, qui
qui vous charme, soit par son chant, soit par ses manies, soit par sa façon de volter, soit par... Et puis vous y voyez aussi un être qui est en phase avec les saisons. Vous voyez aussi, nous sommes hors saison, et un être qui se reproduit au moment le plus opportun, qui souvent, vous voyez aussi des couples, vous voyez que nous, humains, on se pose des questions sur l'intérêt ou pas de faire des descendants. Il y a certaines espèces qui ne se posent pas la question. Pour elles, c'est dans l'ordre des choses. Elles s'appareillent, elles collaborent, elles se mettent à deux, et puis elles font ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire donner la vie, permettre la continuité de la vie. Et voilà, nous posons trop de questions, ou j'ai l'impression que nous posons trop de questions qui ne sont pas essentielles. Ça ne veut pas dire que les oiseaux n'ont pas une vie psychique et qu'elles ne se posent peut-être, qu'ils se posent aussi des questions, mais a priori, ils sont quand même dans l'action, alors que nous passons notre vie à attendre, et que nous avons du mal à être, comment dire, dans une certaine simplicité, les choses qui sont essentielles, vitales même, nous interdisons les faire pour des tas de raisons culturelles, sociales, ou peu importe. Nous interdisons de connaître peut-être le bonheur, de donner la vie, le bonheur d'être à l'origine de quelque chose qui va vivre sa vie et qui peut-être va vous assurer une continuité. Pourquoi pas? Nous avions cette histoire de fidélité des oiseaux. On a découvert que les oiseaux n'étaient pas fidèles, et donc quelque part la légende tombe, mais ce n'est pas un problème. C'est cette capacité qu'ont les oiseaux à se mettre en branle, à se mobiliser, à se sacrifier aussi, parce quand il faut nourrir la nichée, ça demande beaucoup de travail. Et c'est peut-être une leçon pour ceux qui, quelque part, pourraient se dire c'est trop difficile, les enfants, c'est trop difficile, il faut s'en occuper, nous avons la force pour cela. Tout le monde a la force. Mais chacun de vous a a sa réponse sur la question, chacun a sa façon de voir, et évidemment, nous rencontrons des gens qui sont désirs d'enfants alors que nous ne le sommes pas, et quand nous le devenons, les gens que nous rencontrons, eux, ça leur dit rien, et donc ça continue comme ça. Toi, tu vas enfant, moi, j'en veux pas pour l'instant, je m'en vais, je te laisse à ton refus, et puis après, quelques temps passent, le temps passe, et puis nous, on commence à désirer un enfant, puis on ne trouve pas la personne avec qui le faire. Voilà. C'est une question que nous posons beaucoup de questions, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de partis pris et tranchés sur la question. Un enfant, c'est pourquoi faire, la terre est déjà pleine, un tas de choses comme ça. Oui, évidemment, on peut pas avoir toutes les raisons qui peuvent paraître comme ça, logiques, très claires. Et moi, ça ne me dérange pas que certains ne veulent pas avoir d'enfant, on ne veut pas en avoir. Moi, c'est mon problème à moi. Moi, c'est très bien. Si eux, ils n'en veulent pas, moi, j'en voudrais bien. Mais comme ça, j'aurai plus de ressources pour les miens. Si certains ne veulent pas, c'est comme ça qu'il faut dire. Sinon, on passerait son temps à discuter, à polémiquer, à vraiment s'écharper, savoir s'il faut ou pas. Non, moi, toi, tu ne veux pas, très bien. C'est très bien, c'est ton choix et c'est un choix respectable. Non, j'ai pas à te convaincre du contraire. Et puis, s'il le faut, moi, je n'ai qu'à jouer l'hypocrite. Ah, moi aussi, les enfants, j'en veux pas. Mais par contre, je fais tout à côté pour en avoir. Et pourquoi je vais me bagarrer avec ceux qui disent que les enfants, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt d'en faire. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche.
c'est pas à moi de vous imposer quoi que ce soit. Si par comment dire, c'est par, j'ai pas trouvé le truc. Si jamais il vous arrive de regretter, ben c'est votre problème. Si vous regrettez et que ce soit trop tard, c'est votre problème. Donc c'est ça le truc. Donc quelque part, cette leçon, je n'ai pas réussi à la retenir des oiseaux. Je n'ai pas cherché à continuer, vraiment à persévérer, à vraiment être clair sur la question et à parler d'un désir d'enfant, d'un désir de progéniture. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on cherche toujours un peu autour de nous, et quelque part, peut-être que ce que vivent les oiseaux ne correspond pas du tout. Évidemment, nous avons toujours un regard qui sûrement erroné sur les motivations, peut-être que nous interprétons à une autre manière, comme ça nous arrange ce que font les autres êtres, parce que nous ne pouvons pas comment dire, nous pouvons interpréter, mais jusqu'à un certain point, nous devons rester prudents. Sûrement qu'il y a des oiseaux qui refusent peut-être de la loi de la nature, sûrement qu'il y a des oiseaux qui aiment rester célibataires, qui n'ont pas. Sûrement, qu'est-ce qu'on sait, nous? Et puis après, on cherche moi juste les exemples qui me renforcent dans le désir d'avoir des enfants. Après, s'il y a des choses dites autres, je n'ai pas besoin de les savoir. Voilà, j'ai fait mon aparté sur les oiseaux, je finis, j'arrête, et puis je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça ne sera jamais pareil, donc il ne faut pas croire. Et ça prend toujours, il y a des choses qui reviennent, qui sont récurrentes, mais ça prend toujours. C'est intéressant parce que je me suis dit, quand je vois par exemple des gens improviser, danser, tout ça, et même quand on chante, il y a toujours une manière un peu, il y a comme si le corps avait des automatismes. Moi, en parlant, j'ai obligatoirement des automatismes, mais j'arrive un peu à ne pas en être prisonnier tout le temps. J'arrive à faire des choses, et même quand c'est raté, quand c'est un peu moyen, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait un peu, comment dire, un peu de différence, un peu d'originalité dans le propos, et que ce soit un propos bien ficelé, bien structuré, très bien, et quand ça ne l'est pas, c'est très bien aussi. Allez, à bientôt.